Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louise Caillebotte et dans cette présentation nous allons parler de l'ambiguïté du point de vue et l'effet de neutralité dans deux œuvres de Annie Ernaux, Passion simple et Mémoire de fille. Annie Ernaux est reconnue et appréciée pour ma part pour les sujets qu'elle choisit de traiter dans ses œuvres. Elle n'hésite pas à aborder des sujets profondément et ostensiblement politiques, comme l'avortement clandestin, le transfuge de classe ou même la désillusion post-68. Militante revendiquée et féministe convaincue, l'autrice raconte les parts les plus intimes de sa vie pour en faire un support de réflexion collective. Nous pourrions donc nous demander si cette vérité vaut également pour ses œuvres les plus personnelles, comme Passion simple, qui raconte son aventure intense et adultère avec un homme pendant plusieurs mois, ou encore Mémoire de fille, qui raconte lui son premier rapport sexuel et les conséquences que cela a eu sur sa vie de jeune fille. Ces deux livres, pourtant propres à son vécu unique, me paraissent tous les deux vecteurs d'une réflexion sociologique, sur la domination masculine dans Mémoire de fille d'une part, ou la déromantisation de la passion dans Passion simple d'autre part. En choisissant de travailler sur ces deux œuvres, j'ai voulu tenter de comprendre comment l'autrice, en partant d'un sujet aussi intime, parvenait pourtant à apporter une réflexion plus large à sa propre expérience, à se détacher de l'intime pour rejoindre le collectif et éventuellement dénoncer le systémique. Pour cela, je me suis intéressée au processus littéraire mobilisé par l'autrice à travers une étude stylistique de l'énonciation. En effet, les œuvres d'Annie Ernaux se caractérisent par une écriture dépouillée, minimaliste, qui lui est devenue propre. Souvent comparée à l'écriture blanche théorisée par Roland Barthes, celle-ci n'est pourtant pas nommée comme telle par l'autrice. Dans L'écriture comme un couteau, Annie Ernaux décrit son style par le terme d'écriture plate, je cite, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. L'autrice revendique ainsi une écriture du réel. Elle réfute le terme de romanesque dans ses œuvres, lui préférant l'appellation auto-socio-biographique. Et cela se ressent à la lecture. De prime abord, son écriture apparaît comme neutre, froide et apportant une certaine distance sur un vécu pourtant parfois traumatique et bouleversant. L'objectivité affichée change donc le ton habituellement attendu d'un récit intime, qui mettrait l'emphase sur l'expression de l'intériorité du ressenti via des modélisateurs ou des figures de style par exemple. Pour ce travail, il s'agira donc de voir comment se créer cet effet de neutralité, en étudiant plus précisément son travail sur la langue, mais également où et comment est cachée la subjectivité inévitable de l'autrice. Puisqu'il s'agit d'un travail en cours et que l'idée n'est pas d'assommer l'auditoire avec des termes trop techniques ou des exemples trop éparses, je vais m'appuyer sur quelques extraits précis et quelques aspects de ma recherche uniquement. Nous nous concentrerons donc sur une petite étude et un état des lieux du point de vue dans Mémoire de fille, sur l'utilisation des adjectifs et du vocabulaire dans les deux œuvres et dans deux scènes uniquement. L'incipit de Passion simple, qui raconte son premier visionnage d'un film pornographique, et le récit du premier rapport sexuel dans Mémoire de fille. Si dans Passion simple, l'énonciation n'est faite que par un jeu attribué à l'autrice elle-même, ce n'est pas le cas dans Mémoire de fille. Tout au long du récit, la narratrice, identifiée à Annie Ernaux, la Annie Ernaux que nous connaissons, qui écrit dans les années 2010, raconte l'histoire d'Annie Duchesne, ou ce qu'elle appelle la fille de 58. La narratrice, parlant à la première personne, s'oppose à la Annie du passé qui prend une place de protagoniste. Le récit se fait donc sur deux temporalités et surtout deux points de vue. La Annie narratrice qui a du recul sur la situation, un recul critique, et la Annie protagoniste qui subit l'action comme si elle arrivait sous ses yeux et sous les yeux du lecteur. Annie Duchesne apparaît comme le penchant objectif du récit. Elle raconte sa première fois au présent simple, comme s'il arrivait en direct. Bien souvent, elle ne semble pas apporter de commentaires sur la situation. Ses phrases sont parfois courtes, comme il force, elle a mal. Ici, il n'y a aucun modélisateur, aucune figure de style pour éventuellement appuyer ou atténuer son ressenti. La narratrice se pose, elle, en spectatrice impuissante de ce récit qu'elle commente. Elle prend la même place que le lecteur et sa subjectivité semble justifiée par le recul qu'elle a sur la situation, sa vue plus claire de l'événement et son apparent détachement. Pourtant, nous allons voir que cette subjectivité est omniprésente, même dans la description de l'acte par Annie Duchesne. Et cela se ressent notamment par la modalisation dans la description. La description est un biais intéressant de l'étude de l'objectivité. L'affluence de détails ou au contraire leur absence donne de forts indices quant à la subjectivité choisie de l'énonciatrice. Toute description n'est finalement qu'une retransmission d'un point de vue, selon des critères qui sont personnels. Dans Passion simple comme dans Mémoire de fille, nous retrouvons des phrases courtes, peu descriptives, uniquement composées d'un verbe, d'un sujet et ou d'un complément, comme par exemple lors de la description de la première approche des deux acteurs dans Passion simple, où il est écrit « l'homme s'est approché de la femme ». Alors, lorsqu'il y a des modélisateurs, comme des adjectifs par exemple, ils font toujours forte impression, puisqu'ils sont les seuls détails auxquels le lecteur peut se raccrocher.
Lors du récit de la première fois dans Mémoire de fille, les adjectifs axiologiques, c'est-à-dire des adjectifs qui apportent des jugements évaluatifs, sont un bon exemple d'une subjectivité sous-jacente dans une description. Dans la phrase, je cite, « Elle se couche sur le lit étroit, nu », l'adjectif qualifiant le lit n'est pas anodin. Le fait de qualifier le lit d'étroit au lieu d'un terme générique comme lit simple montre le sentiment d'oppression, la claustrophobie et la vulnérabilité que ressent Annie Duchesne face à cet homme. C'est elle, Annie Duchesne, qui trouve ce lit étroit. Il n'est pas étroit objectivement. Ce n'est donc pas la narratrice externe à l'action qui commente. Nous sommes face au point de vue subjectif de la protagoniste qui subit le rapport. La répartition des adjectifs est également importante. Lorsqu'Annie Ernaux décrit son premier visionnage de film pornographique dans Passion simple, elle écrit « On distinguait une silhouette de femme en guêpière avec des bas, un homme. La description des acteurs est déséquilibrée. Les habits féminins sont nommés précisément, l'homme est lui isolé en fin de phrase, sans aucun qualificatif. Les descriptions invitent donc à une focalisation sur le féminin, sur son ressenti ou à la regarder elle. Ce choix se retrouve également dans le vocabulaire employé. Dans les deux scènes qui décrivent un acte sexuel, le choix du vocabulaire descriptif et du registre de langage est lourd de sens. Dans Passion simple, lorsqu'elle décrit les deux acteurs du film pour adultes, l'autrice utilise des termes médicaux et génériques pour décrire l'appareil génital féminin et pour parler de la semence masculine. Cependant, à une reprise, elle choisit d'appeler le sexe masculin que, et ce recours à l'argot a une forte signification, comme l'explique la chercheuse Catherine Kebra-Ericchioni. Elle écrit « L'argot récupère des termes péjoratifs de la langue standard car il exprime une vision dévalorisante du monde. Là où la femme est décrite par un terme apparaissant comme neutre, l'organe sexuel masculin est dévalorisé, vulgarisé par le terme argotique. Sans oublier que les termes anatomiques sont souvent, selon cette même chercheuse, ambigus. Ils sont normalement neutres puisque médicaux, mais sont souvent attribués à un registre bas dans notre culture parfois puritaine. Le fait qu'Annie Ernaux fasse référence au sperme dans les deux œuvres, alors qu'elle ne mentionne par exemple pas les flux corporels féminins, traduit encore une fois une certaine subjectivité dans le point de vue adopté. Cela peut par exemple faire un rappel à la focalisation et à la sacralisation de la jouissance masculine dans un rapport sexuel, que ce soit dans nos représentations ou même dans ces deux exemples, où le plaisir féminin est totalement absent et inexistant. Et on ressent également une certaine fascination et une certaine violence des deux protagonistes, l'une qui découvre pour la première fois le sexe en direct par son premier rapport, et l'autre qui le découvre par le biais du film pornographique. Il y a une certaine fascination donc mêlée à une certaine violence. Le lecteur est induit par cette subjectivité à ressentir cette même fascination et cette même violence, par une certaine empathie, sans même que cela soit véritablement nommé. En conclusion, bien que l'écriture d'Annie Ernaux semble neutre et dépourvue d'affect à la première lecture, elle n'est pas pour autant objective dans la forme. Par les jeux de point de vue qui permettent d'appréhender le vécu d'une première relation sexuelle sous plusieurs angles, mais aussi l'invitation à la focalisation féminine et l'évitant rejet mêlé à une certaine fascination du masculin par la langue, son point de vue semble plutôt affirmé. Ce choix de langue d'apparence simple aurait donc une autre vocation que celui d'être lisible de tous, comme elle expliquait dans l'écriture comme un couteau. L'une des hypothèses serait qu'en prenant une forme plus neutre, elle ne semble pas véritablement vouloir se détacher de son point de vue subjectif de femme, de personne concernée par la situation qu'elle exprime dans ses livres. L'idée serait plutôt d'afficher une distance avec la dimension intime et personnelle du récit, qui prend alors une dimension plus universelle. Le personnel prend ici en effet une apparente froideur, plutôt pour permettre de l'anonymiser. Celles et ceux qui connaissent les œuvres de l'autrice savent par exemple que les lieux et les noms sont généralement eux aussi anonymes. Cela permet notamment d'inviter les lectrices à s'y reconnaître, mais également aux lecteurs et lectrices de pouvoir comprendre les enjeux soulevés, de pointer du doigt l'éventuelle violence des événements racontés et sans y mettre d'affect, parce que l'affect peut parfois décrédibiliser le propos dans nos représentations communes. Ainsi, l'intime ne paraît plus ponctuel et propre à uniquement sa vie. Il prend donc effectivement un ton plus collectif. Merci de m'avoir écouté.